depuis ma naissance à ce jour, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu. Tu es le Dieu de tous ceux qui t'appellent papa. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Depuis ma naissance à ce jour, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu. Tu es le Dieu de tous ceux qui t'appellent papa. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, camarades et amis, je vous salue. Que la paix, la grâce, l'amour et les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, pasteur Dave Lindandar. Je suis dans la joie de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre en direct ce grand débat qui connaîtra la participation d'un invité marque. J'ai cité M. Honoré Ngbanda Samboko Atumba, le président national de la PARECO, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Le Congo démocratique, notre pays, est malade, très malade. L'État congolais est mort. À l'époque où nous sommes, on est en train d'acheminer ce pays, le Congo, malade à l'hôpital par ambulance, bien sûr. Mais le comble, c'est que les envahisseurs de notre pays, le Congo, c'est-à-dire le pouvoir d'occupation et quelques acteurs politiques de notre pays, Kalachnikov à la main, sont en train de tirer sur l'ambulance. À l'heure actuelle, on ne sait plus si cette ambulance se dirige réellement vers l'hôpital ou au cimetière. Voilà un peu la situation dans laquelle notre pays est en train de traverser. Pour cela, 5 radios patriotiques se sont mis ensemble pour que nous puissions inviter le président national de la PARECO, en l'occurrence de M. Ngbanda Honoré Samboko Atumba, pour que je lui pose quelques questions. Et je suis dans le plaisir de vous annoncer que M. Honoré Ngbanda Samboko Atumba est avec nous. M. Honoré Ngbanda Samboko Atumba, bonjour. Bonjour, pasteur Dave. Pour 4 volets, on va parler des concertations nationales. On parlera aussi du conflit entre le Rwanda et la Tanzanie. On va essayer un tout petit peu de brosser la situation sur un tribunal pénal international en République démocratique du Congo. On pourra aussi, si possible, parler d'un grand forum, c'est-à-dire le Front commun des résistants congolais. Et il y aura, vers la fin, peut-être quelques questions d'actualité. Monsieur le Président, concernant les concertations nationales, ma première question est celle-ci. Certains continuent à entretenir la confusion sur la prétendue participation de la PARECO aux concertations nationales. Dave, je ne sais pas s'il faut apporter une quelconque autre précision. La PARECO, par ma voix, a déjà donné sa position qui est très claire, que les concertations, et je crois qu'on va en parler en profondeur, c'est un leurre. Et je crois que la meilleure réponse que vous puissiez avoir de la question que vous me donnez, c'est d'aller consulter la liste des 700
participants. Hier, j'ai appris qu'on a sorti la liste des participants. Ils sont environ 700. Eh bien, jetez un coup d'œil dedans, vous ne verrez pas un seul membre de la PARECO. Je sais qu'il y a, surtout au niveau du présidium de cette fameuse concertation, des gens qui essayent de faire croire pour attraper des nigauds, tant à l'extérieur qu'à l'extérieur, que je suis d'accord avec eux, que je travaille avec eux et tout. Mais là, vous verrez, et à travers l'entretien que nous allons avoir, vous aurez encore une fois de plus la précision claire de la PARECO. Il n'est pas question et il ne sera jamais question de tomber dans le panneau des occupants de notre pays pour aller faire le jeu et faire la courte échelle aux Rwandais qui occupent notre pays. Merci. Merci. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Président, des préparatifs et des chances des réussites de ce forum? Comment appréciez-vous alors la dynamique Kengo? Est-ce pour vous une solution acceptable pour remettre fin à l'occupation et ramener la paix à l'est du pays? Bien, laissez-moi d'abord vous répondre directement sur l'appréciation sur la dynamique Kengo. Me demander si j'approuve cette dynamique, moi je vous dirais simplement que approuver cette dynamique de Kengo, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire et je veux pour ça vous donner, vous poser deux questions. Et cette question, je la pose à l'élite congolaise. La question est la suivante. En 2011, Kengo Adondo a présenté sa candidature à la magistrature suprême. Et cette candidature a été agréée. Moi, j'ai posé la question à un haut magistrat de notre pays, un ancien procureur général de la République. Il se reconnaîtra s'il suit mon interview. Je lui ai dit, grand frère, j'ai un problème avec mes notions élémentaires de droit que j'ai appris à l'université. Je suis philosophe, je ne suis pas juriste, mais avec mes notions élémentaires de droit, j'ai un problème. Comment a-t-il été possible que la candidature de Léon Kengo Adondo à la magistrature suprême de notre pays en 2011 a été agréée par la commission électorale, alors que parmi les conditions pour devenir président de la République démocratique du Congo existe celle qui exige que le candidat congolais soit né de père et de mère congolais. Parce que je ne récuse pas la nationalité congolaise à Léon Kengo Adondo. Il est citoyen congolais, mais par adoption. Parce que tout le monde sait, et lui-même en premier, qu'il est né de mère rwandaise et de père belgo-polonais. Alors, à partir de ce moment, il peut avoir ses ambitions politiques comme tout autre citoyen congolais. Ça, c'est tout à fait normal. Mais comme dans tous les pays du monde, comme aux États-Unis, vous pouvez briguer tous les postes politiques, mais il faut remplir les conditions. Et aux États-Unis, pour la magistrature suprême, l'une des conditions est que tu sois né, que le citoyen américain qui veut devenir président des États-Unis soit né sur le sol américain. Et vous avez vu les difficultés que Obama a connues parce que ses adversaires politiques avaient remis en question cette condition-là de sa naissance sur le sol américain. Il a été obligé de mobiliser ses avocats pour aller sortir
son certificat de naissance dans la maternité d'Hawaï où il a été mis au monde. Donc ici, ce n'est pas un problème de règlement de compte entre deux individus ou quoi que ce soit, non. C'est un problème d'État. Alors j'ai posé la question à ce ancien procureur général de la République. J'ai dit, mais comment est-il possible que votre commission ait pu agréer la candidature de Kengo tout en sachant bien qu'il n'est né ni de mère congolaise ni de père congolais? Il n'a pas eu de réponse, il a ri. Et c'était tout. J'ai compris ce que ça voulait dire. Une deuxième question que je vous pose, Dave. Parce que vous voyez bien que parallèlement à la candidature de Kengo, qui était une candidature illégale, mais qui a été agréée, la candidature d'autres Congolais ont été complètement désapprouvées par Kanambe. Parce que c'est lui qui dirigeait, qui soufflait tout derrière. Pourquoi une candidature illégale a-t-elle été agréée et d'autres candidatures qui étaient normales ont été rejetées? C'est une première question. Deuxième question. La même personne a été désignée, a posé sa candidature pour la présidence du Sénat. Il était dans le camp de l'opposition. Mais voilà que c'est cet homme qui est dans le camp de l'opposition pose sa candidature et la majorité présidentielle le vote contre le candidat de la majorité présidentielle qui était d'ailleurs un homme proche de Kanambe chez Okitundu. Est-ce que les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe derrière le rideau? Dans tout ça, moi je reste avec des points d'interrogation. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est cette personne qui revient à la charge pour brusquement dire il a la confiance du chef de l'État pour pouvoir organiser les concertations. Moi, je laisse les Congolais devant ce point d'interrogation. Et j'aborde maintenant le contenu de son schéma dans cette concertation. Quel est le contenu de son schéma dans cette concertation? Le contenu de son schéma, il commence par proposer aux Congolais la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et comme les Rwandais connaissent la cupidité des Congolais, tout le monde se rue pour la formation de ce gouvernement d'union nationale. Mais qu'est-ce qui va être comme conséquence? Les Congolais voient la formation du gouvernement d'union nationale, mais il faut voir la conséquence. Si on forme aujourd'hui le gouvernement d'union nationale, on sera maintenant en porte-à-faux devant certaines dispositions constitutionnelles qui prévoient l'opposition et le fonctionnement de l'opposition au sein du Parlement. Conséquence logique, Léon Kengo-Adondo, qui veut clairement, de l'avis de tout le monde, prendre la direction du gouvernement du pays, demandera maintenant à ce gouvernement d'union nationale de faire le réaménagement ou la révision constitutionnelle. Et moi, croyez-moi Dave, dans cette révision constitutionnelle, le premier objectif sera de supprimer tous les articles qui créent des conditions de blocage pour lui ouvrir la voie à la magistrature. Ça, c'est l'objectif non avoué. On ne vous le dira jamais. On vous dit, l'objectif c'est de ramener la paix. Mais quelle paix? Parce que regardez bien toutes les négociations qui se sont passées en amont. Le problème c'est que nous souffrons toujours de l'amnésie dans notre classe, au sein de notre classe politique congolaise. En 2003, le premier, pour être plus précis, le 1er avril 2003,
on nous a offert un accord de Sun City. Je ne sais pas, ils ont peut-être choisi cette date de 1er avril comme poisson d'avril pour nous. Mais ils nous ont offert un poisson d'avril qui était les accords inclusifs. Mais ces accords inclusifs ont abouti à quoi? À l'intégration des Rwandais qui nous avaient agressés. Les Rwandais nous ont agressés. On va en Afrique du Sud et on signe l'accord pour intégrer tous les Rwandais de RCD et dans les institutions politiques et dans notre armée. 6 ans après, on avait dit que tout cela, on l'a fait à Sun City. Pourquoi? Pour ramener la paix à l'est du pays. Rappelez-vous les élections de 2006. Louis Michel avait amené une armada pour dire on fait ces élections, alors que les accords de Sun City avaient fixé les conditions pour que ce gouvernement, ce fameux monstre 1+4, puisse créer des préalables pour organiser les élections. Il fallait créer l'intégrité du pays, restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix à l'est du pays et reconstruire l'armée nationale. Aucune de ces conditions n'avait été réunie en 2006, 3 ans après les accords de Sun City. Malgré cela, on a imposé aux Congolais les élections sous prétexte qu'on ramènerait la paix. La paix n'est jamais venue. Je vous rappelle tout cela parce qu'on prend toujours prétexte de la paix à l'est du pays. Pour ces différents accords, la paix n'est jamais revenue. Et voilà que 3 ans après, quand une autre agression rwandaise est sortie à l'est du pays, remarquez une similitude. Kanambe, le Rwandais qui est à la tête de notre pays, désigne à cette époque-là un autre frère qui était à la tête, un de ses frères qui était à la tête du Parlement, Vital Kamerhe. Ils sont allés où ça, à Goma, pour signer l'accord à Mani 1, à Mani 2, avec tous les tralala et les danses qu'on nous a organisées là-bas pour fêter le retour de la paix. Mais la réalité autour de cette danse, c'était quoi? L'intégration du CNDP dans les institutions de la République et particulièrement dans l'armée. Voilà que quelques années après, 2013 aujourd'hui, on revient au même schéma. Le même Kanambe désigne qui? Ses mêmes frères à la tête, son même frère à la tête du Parlement et du Sénat, pour qu'on réorganise encore d'autres concertations. Pourquoi? Pour intégrer les Rwandais du M23 dans les institutions. Vous suivez les débats qui se déroulent. On réclame déjà le retour à Kinshasa des gens, pas le retour, l'arrivée à Kinshasa et l'intégration du M23. Vital Kamerhe l'a réclamé, Rouberoa l'a réclamé. Est-ce que les Congolais ne lisent pas entre les lignes ce qui se passe? Et même le retard que l'on prend pour le démarrage des travaux, ces retards-là, c'est pour attendre que à Kampala, on puisse accélérer les choses pour pouvoir signer des accords avec les Rwandais du M23 afin que ces Rwandais-là puissent maintenant revenir au sein de leur fameuse concertation pour intégrer les institutions et l'armée congolaise. Quand est-ce que les autres comprendront cette situation? Quand est-ce que nous, les Congolais, nous comprendrons cette situation? C'est ça le schéma. Parce que si on prétend, Dave, que les concertations, et c'est ça ma dernière question que je pose aux gens qui sont au sein de la concertation, ils ont dit que la concertation, c'est pour ramener la paix à l'est du pays, n'est-ce pas? Alors, moi, je pose la question. Prenez la liste des 700 membres participant à cette réunion. Prenez la composition du présidium. Dites-moi, qui parmi les 700 membres qui vont participer aux concertations
et les membres du Présidium, quel est ce leader politique qui a l'autorité à donner les ordres à l'est du pays pour que la guerre s'arrête parce qu'il y a eu réconciliation à Kinshasa. Parce que si quelqu'un signe ou s'engage pour mettre fin à l'hostilité, c'est qu'il en a le pouvoir. Or, on a sorti 700 noms. Alors, je vous demande à vous, mes frères congolais, qui êtes là-dedans. Vous êtes quand même des gens intelligents. Il y a des leaders politiques de l'opposition qui se battent pour essayer de s'opposer à ce processus, de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous sommes ensemble. Mais vous qui êtes sur place, posez la question aux gens qui veulent organiser cette mascarade. Qui, parmi les membres de cette concertation, a le pouvoir d'ordonner que la guerre s'arrête à l'est du pays? Regardez, depuis quelques jours, nous avons tous appris. Il y a avant-hier, la nuit, il y a eu des bombardements, des obus sont tombés à Goma, il y a des morts et tout. Pourquoi il y a eu ce bombardement, cette intensification de bombardement de Goma? Mais c'est pour augmenter la pression auprès, c'est pour donner les armes entre les mains de Kanambe et de ses frères rwandais qui boutiquent toute cette histoire pour dire, vous voyez, pour qu'on puisse aller vite, il faut que le M23 vienne ici et pour qu'on termine. Parce que jusqu'ici, parmi tous ceux qui sont parce qu'elle est prétendue donner plutôt la voie à l'est du pays pour amener la paix. Il n'y a personne. Parce que cette guerre est menée par le Rwanda et l'Ouganda, et principalement par le Rwanda. Et tant que nous, Congolais, nous ne faisons pas face aux Rwandais, et à chaque fois les Rwandais nous utilisent, nous, Congolais, pour nous réunir comme si nous avions des problèmes entre nous, tandis que eux, ils sont en train de tuer, de massacrer et tout. Alors, en ce moment, nous sommes en train de faire la courte échelle à ces Rwandais, et nous sommes en train de jouer le jeu de l'occupant rwandais pour détruire et balkaniser notre pays. Voilà, vous avez demandé mon appréciation de ces concertations. Je viens de vous les livrer. Merci beaucoup. Merci. Votre commentaire, Monsieur le Président, sur les combattants, soi-disant les résistants de la diaspora, qui se sont rués à Kinshasa pour participer. Vous savez, Dave, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je vous fais simplement deux observations. La première, c'est que quand vous regardez maintenant parmi les gens qui ont été annoncés, d'autres ont été annoncés et n'ont pas été retenus parce qu'ils ne valent rien aux yeux des occupants là-bas, et d'autres sont partis. Vous verrez que beaucoup parmi eux, c'était des gens qui étaient passés dans vos réseaux sociaux pour dire que Nganda c'est un faux, c'est lui, il collabore avec le pouvoir, c'est l'homme du pouvoir, il est en train de jouer un double jeu. Ben aujourd'hui, ce sont ces gens que vous voyez qui sont partis. Donc, comme je vous dis toujours, la vérité, c'est la ceinture de Dieu. Si vous n'avez pas la vérité, quand la ceinture va vous lâcher, vous ne vous rendrez pas compte. Ils ont menti hier, mais les voilà aujourd'hui, ils sont à nu. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que en regardant un peu cette liste, je réalise que beaucoup de ces gens sont justement ceux qui vociféraient chez vous en Europe pour la vérité des urnes. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est leur droit. Mais moi, je rentre seulement, je vous invite à entrer dans leur logique et à leur poser la question. Cette vérité des urnes, c'était en faveur de qui? C'était en faveur de leur leader. Et ce leader s'appelle qui? S'appelle Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi récuse ces concertations. Et eux qui prétendaient vociférer pour la vérité des urnes, ils sont allés à Kinshasa pour soutenir qui? Parce que l'homme qui sont censés soutenir ne refuse ce schéma et cette dynamique des concertations nationales. Alors posez-leur la question, vous êtes allés à Kinshasa soutenir qui?
Où est la vérité des urnes? Parce que l'homme à qui la vérité des urnes profite refuse les concertations. Voilà, je vous laisse sur ces deux observations. Le reste, je préfère rester fixé sur l'objectif. Merci beaucoup. Quelle est votre lecture de la visite manquée de M. Etienne Tshisekedi à Moulumba? Dave, je voudrais d'abord vous dire que je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS. Eux, ils disposent de leur service, ils ont un porte-parole. Je crois qu'un parti politique doit assurer lui-même sa politique de communication. Mais vous m'avez posé une question par politesse, je vous réponds sur base des informations dont je dispose. C'est que je sais que Tshisekedi avait accepté d'aller rencontrer le président Sassou Nguesso. Il avait même dépêché comme équipe d'avance son directeur de cabinet pour l'accueillir là-bas. Mais on sait que je sais, d'après mes informations, c'est que le matin, disons plutôt tard la nuit, Etienne Tshisekedi avait, comme il a lui aussi ses réseaux de renseignements, il était informé que les autres voulaient exploiter politiquement cette traversée pour démobiliser sa base et faire croire qu'il adhérait automatiquement au processus, donc il reconnaissait son rival qui est au pouvoir. Donc pour éviter ce piège, il a décommandé sa visite et je crois qu'il a dû présenter ses raisons et ses excuses au chef de l'État congolais de Brazzaville, le président Sassou Nguesso. Ça, c'est ce que moi, par mes réseaux, j'ai appris et je crois que ce n'est pas mes oignons parce que ces concertations-là, mon cher frère, ça ne m'intéresse ni de près ni de loin. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour clôturer ce chapitre de concertation nationale, une dernière question. Quelles consignes donnez-vous aux patriotes résistants et surtout au peuple congolais? Bon, je préfère d'abord parler d'un conseil. Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais mon premier conseil s'adresse plutôt à Etienne Tshisekedi. Je crois qu'il est là devant un tournant décisif. Nous sommes tous devant un tournant décisif de notre vie. Je crois que ces concertations, comme ce fut le cas des élections, avec tout l'effort de campagne que vous et moi, nous avons battu ensemble, a réveillé le peuple congolais. Et nous continuons à faire comprendre au peuple congolais que ces concertations, c'est un piège. Mais Etienne Tshisekedi dispose d'une arme supplémentaire en face de ces concertations. Aujourd'hui, ce que je lui conseille, c'est qu'il élève la voix pour appeler le peuple congolais à se joindre à notre effort. Pour une fois, nous sommes tous les deux d'accord contre ces concertations, même si nos motivations sont différentes. Mais au moins, nous sommes tous les deux d'accord contre cette tenue des concertations. Et je crois qu'il serait important que tous nous puissions faire entendre notre voix pour que le peuple se dresse une fois pour toutes contre cette mascarade pour empêcher, même si demain ça devait se tenir, pour empêcher le déroulement et surtout la conclusion de cette mascarade qui va aboutir uniquement à déverser sur notre pays une nouvelle vague des Rwandais au niveau des institutions politiques, des entreprises et de notre armée. Enfin, la consigne que je peux appeler, donner, c'est l'appel que je fais à tous les cadres intellectuels congolais et à tout le peuple congolais.
Parce que tous les Congolais ne sont pas collabos. Beaucoup de cadres politiques et d'intellectuels congolais qui se battent à l'extérieur, comme maintenant à l'intérieur, le nombre ne fait qu'augmenter. Eh bien, c'est là le sens de mes consignes. C'est que je demande aux étudiants, je demande aux professeurs, qui sont des hommes qui véhiculent la science et qui connaissent la vérité de ce que je dis. Parce qu'ils savent tous que ce que je suis en train de dire est la vérité. Je viens d'analyser ce point de concertation pour montrer que la solution de la balkanisation, la solution de mettre fin à la balkanisation de notre pays ne viendra pas de ce qu'on est en train de faire à l'est du pays. Ne viendra pas non plus de ce qu'on est en train de faire à travers ces mascarades. Les Congolais ne sont pas en guerre entre eux. J'ai entendu quelques Congolais qui sont passés dans les médias pour dire « Ah, mais il faut maintenant la concertation parce que Kengo ne cause pas avec Tshisekedi, Tshisekedi ne cause pas avec Kabila. » Mais c'est de la rigolade. C'est ça la politique pour diriger le pays. Ce n'est pas une affaire d'individus qui vont boire un pot ensemble pour rire. Non. C'est le problème d'options politiques. Ce qui oppose les hommes politiques, ce n'est pas les Salamalek, ce sont les options politiques. Moi, je peux ne pas avoir la même option politique que Tshisekedi, mais nous pouvons rire et boire ensemble. Mais nous avons des options politiques complètement opposées. Ce n'est pas une affaire de bonne mine entre les individus. Voilà pourquoi je fais appel aux vrais intellectuels et patriotes congolais qui sont nombreux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mettons-nous debout pour maintenant commencer à nous opposer aux collabos congolais. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train d'occuper notre pays à cause de certains de nos frères qui sont des collabos. Et au niveau du Parlement, et au niveau du Sénat, et au niveau du gouvernement, et au niveau des entreprises, au niveau de l'armée, il y a des collabos. Tous ne sont pas des collabos. Nous sommes nombreux aujourd'hui, des Congolais, qui nous sommes réveillés pour pouvoir résister au processus d'occupation de notre pays. Eh bien, moi, je continue à m'adresser à ceux-là qui sont de plus en plus nombreux. Tobanda komi opposé naino na bande konabiso ba congolais collabo. Nous devons nous opposer à eux d'abord. Et je crois que un peu plus loin, je vous dirai ce que j'y pense. Merci beaucoup, Dave. Quelle consigne donnez-vous aux patriotes résistants et au peuple congolais tout entier? Bon, je préfère d'abord parler d'un conseil. Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais mon premier conseil s'adresse plutôt à Étienne Tshisekedi. Je crois qu'il est là devant un tournant décisif. Nous sommes tous devant un tournant décisif de notre vie. Je crois que ces concertations, comme ce fut le cas des élections, avec tout l'effort de campagne que vous et moi, nous avons battu ensemble, à réveiller le peuple congolais. Et nous continuerons à faire comprendre au peuple congolais que ces concertations, c'est un piège. Mais Étienne Tshisekedi dispose d'une arme supplémentaire. En face de ces concertations, aujourd'hui, ce que je lui conseille, c'est qu'il élève la voix pour appeler le peuple congolais à se joindre à notre effort. Pour une fois, nous sommes tous les deux d'accord contre ces concertations, même si nos motivations sont différentes. Mais au moins, nous sommes tous les deux d'accord contre cette tenue de concertation. Et je crois qu'il serait important que tous nous puissions faire entendre notre voix pour que le peuple se dresse une fois pour toutes contre cette mascarade, pour empêcher, même si demain ça devait se tenir, pour empêcher le déroulement et surtout la conclusion de cette mascarade qui va aboutir uniquement à déverser sur notre pays une nouvelle vague des Rwandais au niveau des institutions politiques, des entreprises et de notre armée. Enfin,
le deuxième consigne la consigne que je peux donner, c'est l'appel que je fais à tous les cadres intellectuels congolais et à tout le peuple congolais. Parce que tous les Congolais ne sont pas collabos. Beaucoup de cadres politiques et d'intellectuels congolais qui se battent à l'extérieur, comme maintenant à l'intérieur, le nombre ne fait qu'augmenter. Eh bien, c'est là le sens de mes consignes. C'est que je demande aux étudiants, je demande aux professeurs, qui sont des hommes qui véhiculent la science et qui connaissent la vérité de ce que je dis. Parce qu'ils savent tous que ce que je suis en train de dire est la vérité. Je viens d'analyser ce point de concertation pour montrer que la solution de la balkanisation, la solution de mettre fin à la balkanisation de notre pays ne viendra pas de ce qu'on est en train de faire à l'est du pays. Ne viendra pas non plus de ce qu'on est en train de faire à travers ces mascarades. Les Congolais ne sont pas en guerre entre eux. J'ai entendu quelques Congolais qui sont passés dans les médias pour dire « Ah, mais il faut maintenant la concertation parce que Kengo ne cause pas avec Tshisekedi, Tshisekedi ne cause pas avec Kabila. » Mais c'est de la rigolade. C'est ça la politique pour diriger le pays. Ce n'est pas une affaire d'individus qui vont boire un pot ensemble pour rire. Non. C'est le problème d'options politiques. Et ceux qui opposent les hommes politiques, ce n'est pas les Salamalek, ce sont les options politiques. Moi, je peux ne pas avoir la même option politique que Tshisekedi, mais nous pouvons rire et boire ensemble. Mais nous avons des options politiques complètement opposées. Ce n'est pas une affaire de bonne mine entre les individus. Voilà pourquoi je fais appel aux vrais intellectuels et patriotes congolais qui sont nombreux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mettons-nous debout pour maintenant commencer à nous opposer aux collabos congolais. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est en train d'occuper notre pays à cause de certains de nos frères qui sont des collabos. Et au niveau du Parlement, et au niveau du Sénat, et au niveau du gouvernement, et au niveau des entreprises, au niveau de l'armée, il y a des collabos. Tous ne sont pas des collabos. Nous sommes nombreux aujourd'hui, des Congolais, qui nous sommes réveillés pour pouvoir résister au processus d'occupation de notre pays. Eh bien, moi, je continue à m'adresser à ceux-là qui sont de plus en plus nombreux. Tobanda komi opposé naino na bande konabiso ba congolais collabo. Nous devons nous opposer à eux d'abord. Et je crois que un peu plus loin, je vous dirai ce que j'y pense. Merci beaucoup, Dave. Le torchon brûle entre le Rwanda et la Tanzanie. Les deux présidents sont à couteau tiré. Comment voyez-vous l'issue de la crise entre les deux présidents, celui du Rwanda et de la Tanzanie? Ce que je peux vous dire, mon jeune frère, c'est que cette crise rwando-tanzanienne est de bon augure pour nous, les Congolais, les patriotes résistants congolais, qui nous battons pour résister au processus de balkanisation, d'occupation et de pillage de notre pays. C'est de bon augure. J'ai dit ça pourquoi? Parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Hein? Ce sont nos amis objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que maintenant, au travers de cette situation, Kagame est dans une mauvaise passe parce que les fronts se multiplient contre lui. Il a maintenant 3 fronts. Son premier front, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Son deuxième front, c'est l'opposition interne. Hutu-Tutsi, toutes les deux. Parce qu'il n'y a pas que les Hutus qui sont opposés à lui, mais il y a ses propres frères Tutsi qui sont aujourd'hui à l'extérieur et d'autres sont à l'intérieur. Et voilà qu'il y a le troisième front, c'est le front tanzanien. Ça va l'affaiblir. Et je crois que notre rôle, et mon rôle,
entre autres en tant que leader de la résistance, c'est d'œuvrer à ce que nous puissions créer une synergie entre ces trois fronts pour apporter maintenant la guerre au Rwanda. Lui, il a apporté la guerre chez nous, il veut apporter la guerre chez les autres, il faut que nous puissions apporter la guerre chez lui. Mais comme ce sont des stratégies de haut vol, je n'ai pas à développer mon idée ici. Comprenez ce que je veux dire. Que pour nous, c'est important. Moi, je sais que c'est de bon augure. Et nous allons exploiter cette situation à fond pour renverser la vapeur. Merci. Quel est votre commentaire sur les expulsés rwandais qui se dirigent vers la RDC au Katanga au lieu de rentrer chez eux directement au Rwanda? C'est encore une preuve, si besoin en était, pour montrer que le Congo est un pays qui est maintenant sous l'occupation rwandaise. Est-ce que dans un pays normal ou dans un monde normal, vous pouvez comprendre que la Tanzanie expulse les Rwandais, mais les Rwandais ne rentrent pas au Rwanda et quittent le Rwanda pour passer chez nous, et que le perroquet de Kanambe qui sont là, qui montent au créneau pour n'importe quoi, personne ne réagit. Est-ce que vous avez entendu Mende réagir? Lui qui saute sur, qui aime être en vedette sur toutes les petites situations, même si une mouche est morte quelque part, il monte au créneau. Est-ce que vous l'avez entendu parler? Non. Pourquoi? C'est parce que son chef donne des consignes. Ce sont mes frères qui entrent chez nous. Laissez-les entrer, c'est tout. Voilà, il faut simplement, mon jeune frère, que nous puissions au travers de ça. Et vous faites bien de poser des questions comme cela. Parce que les Congolais peuvent maintenant, à partir de ces faits-là, comprendre que nous n'avons plus un pays qui nous appartient. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Rwandais qui sont expulsés à l'est traversent pour aller à l'ouest de l'Ouganda, à l'ouest du Rwanda, et viennent chez nous. Et que chez nous, personne ne lève le petit doigt pour réagir que les 6000 là qui sont en train d'entrer, ils n'entrent pas. Non, ce sont les pauvres citoyens congolais qui sont à la frontière, qui doivent crier et qui doivent pleurnicher parce qu'ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, parce que le pays, à ce niveau-là, ne leur appartient plus. Voilà. Les Rwandais viennent de révéler l'identité de l'épouse du président Jakaya Kikwete de la Tanzanie, en précisant même qu'elle est la cousine du feu président Juvénial Habyarimana, que vous avez connu de son vivant. Votre commentaire, Honoré Nganda. Dave Nanda, est-ce que si la dame était de l'ethnie Tutsi, vous croyez que Kagame aurait dévoilé ses origines rwandaises? Il a dévoilé ses origines rwandaises parce qu'il est Hutu. Mais si cette dame avait été Tutsi, est-ce qu'il aurait dévoilé ses origines rwandaises? Si tel est le cas, pourquoi il n'a pas dévoilé les origines rwandaises de Kundabatware et de Taganda, qui font les dégâts chez nous? Cette dame-là n'a pas tué les gens au Congo, elle n'a pas tué les gens au Rwanda. Mais les gens qui ont tué chez nous, avec la nationalité, les gens d'origine rwandaise, de nationalité rwandaise, Nkundabatware et Taganda, pourquoi ils ne révèlent pas leur identité? Et pourquoi ils ne révèlent pas l'identité du grand Rwandais, du petit Rwandais qui est dans notre pays, Kanambe? Pourquoi tout ce temps il ne révèle pas l'identité de Kanambe qu'il est d'origine rwandaise? Il cache son identité jusqu'aujourd'hui alors que ce bonhomme a travaillé avec lui. Il a été dans les services de renseignement de l'armée rwandaise, sous les ordres de James Kabarebe. Pourquoi il n'a pas dévoilé son identité? Quand James Kabarebe était à la tête de notre armée et il avait dit qu'il était congolais d'origine, pourquoi il n'a pas révélé ses origines rwandaises? Pourquoi il ne révèle pas les origines rwandaises de Ruberwa et de Kamere? Pourquoi il ne révèle pas? Et il ne révèle seulement que l'identité de celle qui est en Tanzanie. Ça, c'est tout. Moi, je vous réponds simplement par ces questions-là.
Au troisième chapitre de notre grand débat, M. Noring Bada, nous allons parler d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. 52 personnalités françaises, dont l'ex-otage Madame Ingrid de Betancourt ou les anciennes ministres Ramayad et Roselyne Bachelot, viennent d'adresser une lettre ouverte à M. François Hollande, demandant son appui et celle de la France auprès de l'ONU, afin que sur base, entre autres, du rapport mapping de l'ONU publié en 2010, qui soit créé en TPI pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo et en particulier le viol des femmes congolaises. Que pensez-vous, Monsieur le Président, de cette initiative, sachant que la PARECO avait déjà eu une démarche similaire il y a quelques années, je crois en 2007? Une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'ONU, accompagnée d'une pétition pour exactement demander la création du TPI. Et si ma mémoire est bonne, nous avions remis 5 jours après la copie de cette pétition et de cette lettre au président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et effectivement, il m'avait fait dire par son ancien chef de cabinet à l'époque que cette pétition était pertinente, mais que à l'époque, elle pouvait gêner les prétendus efforts diplomatiques qui se déployaient dans la région des Grands Lacs pour y ramener la paix. Eh bien, vous et moi, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, cette paix est plutôt lointaine. Le bout du tunnel est très lointain. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, cette dynamique-là, de ces dames et ces personnalités qui ont entrepris cette démarche entre réellement dans la dynamique et la vision de la PARECO. Donc, nous ne pouvons que les soutenir. Voilà pourquoi je peux vous dire que les choses qui se font au niveau diplomatique à un haut niveau, on ne fait pas de bruit à cela, autour de cela. Ça demande une certaine discrétion. Mais par contre, je vous apprends que moi, je vais dans le cadre du Front commun des résistants congolais que nous venons tous de mettre sur pied. Je vais proposer à tous mes collègues et tous mes compatriotes du Front commun des résistants que nous puissions constituer en son sein un comité spécial de soutien composé des mamans congolaises pour aller apporter non seulement du soutien, mais de l'aide en information et en démarche auprès de ce comité de 52 personnalités pour soutenir cette action. Ça, nous allons examiner ça dans le cadre du Front commun des résistants congolais pour essayer vraiment d'apporter quelque chose de concret à cette dynamique-là que nous soutenons à 100%. Mais... Le Front commun des résistants congolais. Parlons-en un peu, Monsieur le Président. Le 14 juillet dernier, Monsieur le Président, avec plusieurs compatriotes, vous avez lancé une nouvelle dynamique dénommée le Front commun des résistants congolais. En plus des récentes vidéos réalisées par les membres de ce Front commun des résistants congolais, on a pu assister cette semaine au lancement d'un forum sur Facebook qui a recueilli plus de en quelques heures seulement. Quelle suite comptez-vous
donner à cette initiative? Que dites-vous aux Congolais qui souhaitent adhérer à cette dynamique? Oui, je commence par une précision importante pour vous dire que je ne suis pas le président du Front commun des Congolais et la PARECO n'est pas la présidente non plus du Front commun des Congolais. Ce front rassemble tous les vrais résistants, j'insiste sur le mot vrai résistant congolais, qui n'a pas un pied dedans, un pied dehors, mais qui veut réellement se battre pour résister parce que nous avons assez souffert des désordres, des demi-mesures, des caméléons et de tout cela. Non, nous voulons vraiment que ceux qui ont l'amour et comme idéal, ils n'ont pas d'autres objectifs cachés derrière de leur propre végétariat ou bien de chercher un poste ou un positionnement, non. Mais des gens qui sont plutôt prêts à payer le prix, à faire le sacrifice, à payer le prix de leur vie pour la libération de notre pays. Et là, croyez-moi, il y a des actions qui se préparent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de ce front parce que nous ne sommes qu'à la phase du démarrage. Mais ce front, permettez-moi de profiter d'abord de cette occasion pour vous dire que ce front a une nouvelle philosophie. Pour utiliser un peu le langage des jeunes Congolais, a une nouvelle idéologie. C'est l'union, la force dans l'union. Nous avons une philosophie de la complémentarité. Et j'explique. Ça veut dire que nous sommes les membres d'un même corps. Et ce corps a pour objectif combattre l'occupation de la République démocratique du Congo par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Spirituels, matériels, humains, tout. Nous utilisons tous les moyens pour nous combattre. Et nous ne voulons pas qu'on amène en son sein cette mentalité de rivalité, de supériorité ou d'infériorité, cette mentalité de végétariat. Non, il n'y a pas une vedette que les autres doivent se mettre derrière pour porter son nom ou son image. Mais nous nous mettons ensemble pour un seul objectif, notre mère, la RDC. Il faut la sauver par tous les moyens. Et si nous sommes membres, ce qui manque souvent dans la mentalité des Congolais, les membres d'un seul corps, mon cher Dave, tu es pasteur, quand tu prends dans Romains 12, tu vois comment la Bible décrit ce phénomène. Nous sommes les membres les uns des autres. Cela veut dire qu'il n'y a pas un membre qui soit plus important qu'un autre. Parce que tous, nous avons besoin l'un de l'autre. Certes, on peut dire que les yeux sont plus importants. Mais si vous avez les yeux, mais le cœur est caché, si le cœur ne bat pas, si le sang ne monte pas dans le cerveau, les yeux s'éteignent. Donc vous voyez que les yeux seuls ne peuvent pas dire « je suis le plus important ». Par rapport à qui et par rapport à quoi? Il n'y a aucun homme sur cette terre qui soit un homme le plus important, le plus beau, le plus grand, l'irremplaçable. Il n'existe pas. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et si nous entrons dans la philosophie des jalousies parce que je veux être ceci, et si vous prenez cette vision dans le cadre du corps, si l'œil, ton œil là, commence à jalouser la langue, pour dire à la langue pourquoi les bonnes sauces et tout cela, il n'y a que la langue seule qui mange. Mais prenez alors la sauce, dites à l'œil, ouvre, et je vais te mettre la sauce là-dedans. Vous allez voir comment vous allez pousser les cris. Parce que l'œil ne pourra pas supporter le sel, il ne pourra pas supporter le piment,
Il n'est pas fait pour ça. Voilà pourquoi nous, dans le cadre du front, nous nous mettons ensemble et nous disons, frère, que chacun vienne avec ce qu'il a. Toi, tu es fort dans l'écriture, écris. Toi, tu es fort dans le langage, parle. Toi, tu es fort dans l'action, fais l'action. Tu es fort dans la mobilisation, mobilise. C'est tout ce que nous voulons dans le cadre du front commun. Nous ne voulons plus de cette mentalité de rivalité, de chicanerie, d'enfantillage, des rivalités inutiles. Non, nous sommes focalisés sur notre pays. Ce n'est pas un problème de végétariat. Tous les membres du corps ne s'exposent pas. Il y a des membres du corps que vous cachez, Dave Danda. Il y a des membres du corps que nous cachons, qu'on ne peut pas montrer en public, mais ils ne sont pas moins importants. Et il y a des membres du corps que nous embellissons pour apparaître au public. Ce n'est pas qu'ils sont plus importants que les membres que nous cachons. Les membres que nous cachons sont parfois plus importants. Donc, dans une organisation, il y a des gens qu'on ne voit pas. Vous êtes là en train de... Vous allez apparaître. Vous apparaissez dans l'interview, mais derrière vous, il y a un technicien. Si lui ne tient pas la technique, toi et moi, nous ne pouvons pas parler. Il est plus important que nous, parce que sans lui, on ne fera pas l'interview. Faut-il que tout le monde soit sur le podium pour parler, pour être important? C'est ça qui tue la résistance, c'est ça qui tue notre combat des Congolais. Tout le monde veut apparaître, tout le monde veut faire, tout le monde veut la caméra. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui sont plus importants, plus efficaces hors caméra. Voilà pourquoi dans notre philosophie de ce front commun des résistants, nous tenons à ce que toute cet art qui empêche l'efficacité du combat de la résistance soit mise de côté et que nous puissions faire appel à la capacité, aux dons, aux bénédictions que les uns et les autres ont reçues pour que nous mettions ça ensemble pour le bénéfice de notre mère, la République démocratique du Congo. Et plaise à Dieu, demain, vous entendrez parler. Nous sommes en train de préparer des actions, comme j'ai dit, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays. Et demain, vous entendrez parler de ce front qui fonctionne sous cette vision-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons terminer bientôt ce grand débat. Mais avant de boucler, j'aimerais vous poser une ou deux questions d'actualité. Je vous ramène cette fois-ci au Congo, dans notre pays, la RDC, mais surtout à la capitale Kinshasa, où les chrétiens et toute la ville pleurent un grand chantre de l'Éternel. J'ai cité Alain Moloto. La mort d'Alain Moloto. Votre appréciation de l'homme, l'avez-vous connu personnellement, Monsieur le Président? Je peux vous dire, Dave, que d'abord, comment j'ai découvert Alain Moloto. J'ai découvert l'homme, parce que je vais faire le témoignage de l'homme comme vous me demandez. J'ai découvert Alain Moloto en 2001. Je l'ai découvert comment? Au fin fond de l'Afrique, je ne vous dis pas où. Mais j'étais au fin fond de l'arrière-Afrique, dans la forêt tropicale. Et c'est un phénomène rare dans ma vie. Je ne suis pas de nature à connaître la déprime. Mais ce soir-là, j'étais vraiment devant une situation qui me conduisait à déprimer. Et comme j'ai l'habitude de voyager avec mon lecteur de cassettes et avec un lot de cassettes, de chants spirituels, religieux,
j'avais parmi les lots de mes cassettes, nous sommes en 2001, il n'y avait pas de DVD et tout ça en Afrique. Et là où il n'y a pas d'électricité, en fin fond de l'Afrique, on utilise les lecteurs de cassettes et des piles. Mais j'avais dans les lots de mes cassettes, 2 cassettes qui étaient là, que j'avais achetées mais que je n'avais pas encore écoutées. Alors j'ai pris la nouvelle cassette, j'ai ouvert et j'ai mis. Et là, j'ai eu dans une série de chansons, j'entends un chant qui commence à me parler de la fidélité à l'adoration des dieux. Il dit, même si le ciel, les étoiles tombaient du ciel, je continuerai à proclamer que tu es Dieu. Même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare aux presses du printemps, moi, je sais que tu ne dépendras jamais du temps et je proclamerai que tu es Dieu. Je vous dis, ces paroles et cette mélodie, il y a une onction de Dieu qui est descendue sur moi. Je suis resté, j'ai mis le système replay et j'ai écouté ça. Quand j'ai commencé à écouter, il était 22 h, mais je suis entré dans une action d'adoration en écoutant et en réécoutant dans les pleurs. Je me suis senti tout à fait délivré et quand je me suis arrêté, j'ai regardé ma montre, il était 3 h du matin. C'est là ma première rencontre avec Alain Moloto. Et c'est après que j'ai commencé à chercher qui est cet homme. Quand je suis rentré à Paris, j'ai acheté de ces DVD. Et voilà, quand j'ai, en 2007, j'ai eu le DVD de leur 5e anniversaire de Gaël, je crois 5e ou 10e. Et là, j'ai vu la tête de l'homme pour la première fois. Et là encore, je peux vous dire, Dave, que j'ai été ahuri. Quand j'ai eu de ces cassettes maintenant avec l'image, ces DVD avec l'image et tout, une chose m'a frappé. Et je crois que vous comme moi, vous êtes homme de Dieu, nous sommes habitués à voir pour nos vedettes spirituelles des chanteurs comme des chanteuses, des dieux, c'est qu'ils sont toujours mis seuls en exergue devant leur ensemble. Ils s'exhibent seuls, tous les autres derrière, lui il est seul. Mais là, j'ai dit, je vais voir Alain Moloto et je regarde les images. Il a fallu que je demande à quelqu'un qui le connaissait, qui était à côté de moi. J'ai dit, mais Alain Moloto, il est où? Il a dit, mais c'est celui-là qui est derrière là-bas. Alors là, tout de suite, avec ma petite expérience, j'ai dit, il y a quelque chose de nouveau dans cet homme. C'est la première fois que je vois une vedette de Dieu sans être vedette du monde. Il ne se met pas devant, il ne se met pas en exergue, il est soit aligné avec ces gens, soit au fond, et ces gens, ces chanteurs et ces danseurs sont devant. Et enfin, dernièrement, je suis venu découvrir au travers des différents chants, celui dont j'ai parlé dernièrement, c'est encore possible, dont je ne me sépare jamais, parce que c'est un chant prophétique pour notre pays. J'ai vu là un combattant et un résistant spirituel. Alors je me suis dit, ben voilà, c'est ce que nous disons, nous ne cessons de dire au peuple congolais, tout le monde est résistant. Dans un pays occupé, tout le monde est résistant. Nous avons vu en France, parce que c'est le modèle de la résistance que nous avons dans les derniers siècles ici, c'est la France. Mais nous avons vu en France, dans la résistance française, des prêtres qui disaient la messe le matin, mais la nuit, ils étaient en train de faire sauter les rails avec des bombes. Des religieuses, des couvents,
qui cachaient des mitrailleuses sous leur soutane pour l'amener aux combattants qui étaient au front. Alain Moloto a donné alors vraiment l'image d'un résistant, d'un chrétien engagé et résistant. Voilà l'appréciation que je peux donner de l'homme et j'espère et je prie moi aussi pour que son exemple serve au peuple chrétien congolais de la République démocratique du Congo. Pour que ceux qui croient que quand on prie, les affaires du pays, ce n'est pas notre affaire, eh bien, Alain Moloto sert d'un exemple pour nous. Et j'ai eu beaucoup de réactions des frères des églises au travers du message que j'ai donné au peuple de Dieu sur les mots de la fin que Alain Moloto avait prononcés, nous mobilise et nous ouvre les yeux sur le plan du combat en tant que chrétiens. On commence à comprendre que ces choses-là nous concernent à nous chrétiens. Si vous pouviez nous donner un peu plus de messages dans ce sens. Et je leur annonce simplement que dans les jours à venir, si Dieu me fait la grâce, je vais leur expliquer surtout ce que je leur dis, que notre combat est d'abord un combat spirituel. Alain Moloto l'avait compris, que ce combat est un combat spirituel. Et Alain Moloto avait mis le pied dans le plat. Il a touché là où les militaires ne touchent pas. Là où les politiciens ne touchent pas. Il a utilisé une arme qui a touché l'ennemi au cœur de son système. Voilà pourquoi ils se sont mobilisés. Ils ont mobilisé leurs hommes pour se débarrasser de lui. Donc voilà, Dave, l'appréciation que j'ai de l'homme. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais je crois que je l'ai connu beaucoup plus intimement parce qu'il a accompagné et il continuera d'accompagner mes prières pendant longtemps. J'allais oublier quelque chose d'extrêmement important. C'est les dons que Dieu avait concentrés dans ce garçon. C'est incroyable. Quand vous prenez ces compositions, je suis frappé par la diversité des dons que Dieu avait mis dans ce garçon. La poésie. Je suis sensible à la poésie parce que j'ai écrit des poèmes moi-même quand j'étais à l'école. Ceux qui ont grandi avec moi, ils le savent. Au petit séminaire, j'ai participé au concours national que le cardinal Maloula avait fait au travers d'une revue qui s'appelait à l'époque Afrique chrétienne. Et j'avais remporté un prix dans la poésie. Donc je suis très sensible quand vous voyez les rimes que Moloto compose. Mais alors, vous savez, la poésie lutte contre le fond. Or, les rimes sont bien respectées, mais en même temps, la profondeur des paroles divines qui sont au travers de ces poèmes sont éblouissantes. Et en plus de la profondeur de la parole, il y a la mélodie qui vous transporte en même temps vers l'adoration irrésistiblement. Ce garçon ne pouvait que déranger le royaume de Satan. C'est tout ce que je peux dire. Il ne pouvait que déranger le royaume de Satan. Mais si Dieu a permis qu'il puisse aller maintenant, c'est qu'il est arrivé, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, Dave. Merci, merci. C'est profond et très spirituel ce que vous dites là, merci. Alors, avez-vous un commentaire autour du débat qui fait rage sur les origines de sa mort, Monsieur le Président? Non, je n'ai pas
de commentaires à faire. Je vous conseille, je conseille aux chrétiens congolais, arrêtez le débat sur l'origine de sa mort. Je sais qu'on l'a tué, mais ne nous perdons pas à ça. Fixons les yeux sur la prophétie que ceux qui l'ont tué ont libéré. Voilà tout le conseil que je donne. Gardons nos yeux fixés, concentrons-nous sur la prophétie que les assassins de Moloto ont libéré en tuant Moloto. Parce que c'est ça la stratégie de Dieu. Dieu a voulu que Moloto parte, comme j'ai dit dernièrement, le grain de blé qui tombe à terre pour que les autres graines sortent. Alors, ne nous préoccupons pas de ceux qui s'exhibent pour dire qu'ils sont hommes de Dieu ou ceci ou cela. Ne vous préoccupez pas de cela, mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs. Dans le livre de 1 Samuel 16, Dieu dit, les hommes, le monde, regardent l'apparence. Vous regardez des toges, vous regardez des costumes, vous regardez des cravates, de tous ces hommes de Dieu qui s'exhibent. Mais Dieu dit, vous les hommes, vous regardez ce qui vous frappe. Mais moi, Dieu, je regarde l'intérieur. Beaucoup de ces hommes-là, demain, ne soyez pas étonnés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je dis ceux qui sont concernés, ils se reconnaissent au travers de ce que je dis. Nous avons des vrais hommes de Dieu dans notre pays, qui servent Dieu et qui craignent Dieu. Mais je dis simplement, beaucoup de ces gens qui s'exhibent là, et qui font du n'importe quoi, qui font du cinéma, ne vous préoccupez pas d'eux. Préoccupons-nous de la prophétie que Alain Moloto a amenée, et cette prophétie a été libérée par les gens qui l'ont assassiné. Parce que les gens qui s'exhibent là, le dernier jour, vous entendrez la voix de Christ dire, quand eux ils diront, mais Seigneur, nous avons rassemblé des foules en votre nom, nous avons chanté en votre nom, nous avons prêché en votre nom, nous avons ressuscité des morts, nous avons guéri les malades. Et vous entendrez une voix qui dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Mais il faisait toutes ces choses au nom de qui? Jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Faites simplement en sorte que demain, lorsque nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ, nous soyons accueillis aussi par notre frère Moloto. Après que notre pays aura été libéré par la puissance de notre Seigneur. Voilà ce que je peux vous conseiller. Mesdames et messieurs, notre débat touche à sa fin. Je veux donner la chance au président national de la PARECO de nous donner son mot de la fin. Monsieur le Président, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est que la résistance, comme je viens de dire, n'est pas une affaire des politiciens. La résistance est une affaire de tous les Congolais. De toutes catégories, y compris catégories religieuses, spirituelles. Et le combat que nous menons est d'abord un combat spirituel. Je vous expliquerai dans les jours qui vont venir. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit que ce combat est un combat d'abord spirituel. Ceux qui ne comprennent rien à rien, ils pensent que, ah tiens, peut-être qu'il est fatigué du combat politique, alors voilà pourquoi maintenant il veut s'attaquer, il veut se réfugier. Non, vous comprendrez quand je vais vous donner le message. Il ne faut pas que nous soyons distraits, bien-aimés, mes compatriotes. Le combat est une affaire de tout le monde. Alain Moloto vient de vous donner un exemple patent pour montrer qu'on peut être pasteur, on peut être chanteur, on peut être leader religieux, leader spirituel. Eh bien, cette position vous donne le devoir de lutter pour votre pays. Voilà pourquoi le seul mot que moi je peux vous dire, vous donner à la fin, c'est qu'il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Quelle que soit
la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et le jour se lève. Ne vous laissez pas abattre par l'obscurité actuelle. Le jour se lève. Alors résistez, résistez et résistez, parce que le combat que nous menons est un combat juste pour notre pays. Et si nous devons en mourir, comme a été le cas d'Alain Moloto, on mourra avec sourire, avec joie, parce que nous savons que ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdames et Messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous arrivons à la fin de ce grand débat. Je vais dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont prêté cette chance que je m'introduise dans vos maisons. Je vais aussi dire merci à Monsieur le Président de la PARECO, Monsieur Honoré Ngbanda-Sambokwa Toumba, accepter aussi les remerciements des 5 radios patriotiques, ceux-là même qui m'ont autorisé à venir faire ce débat avec vous. Je citais la radio Kimpoanza, Radio Congo Horizon, Radio Lobiko, Radio Bonsomi et Radio TV Bendele, et enfin Radio Polélé. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Oh, depuis ma naissance à ce jour, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu. Tu es le Dieu de tous ceux qui t'appellent papa. Je n'ai jamais vu un juste et abandonné. Oh, depuis ma naissance à ce jour, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu. Tu es le Dieu de tous ceux qui t'appellent papa. Je n'ai jamais